Donc Antoine de Becco, je vous rappelle que c'est le président de la Société de formation des thérapeutiques généralistes. Il y a un petit peu de doc pour ceux que ça intéresserait. Sinon, ils ont un site, évidemment, Internet, où il y a tout dessus. Et donc, vous êtes ici depuis 2 jours, puisque vous avez formé donc, une trentaine de médecins sur l'insuffisance rénale chronique terminale. Voilà, je te laisse la parole. Merci Philippe, bonjour. D'abord, je vais relever ce que tu dis. Nous n'avons pas formé une trentaine de médecins, nous avons participé et réfléchi ensemble selon un schéma, une organisation de séminaires de formation avec une trentaine de médecins à ce qu'on pouvait essayer de savoir de façon documentée, si possible, sur l'insuffisance rénale chronique et en essayant de l'adapter aux réalités et aux problématiques spécifiques de la Réunion quand on en avait les moyens d'y répondre à cette spécificité. Un petit mot sur la société, sur la SFTG en tant que société scientifique ou société savante. Donc, il y en a quand même une ici ce soir, Monsieur Arousseau. Société scientifique qui fait d'une part de la recherche, qui fait d'autre part de la formation et qui essaye d'inspirer ses travaux à l'aune des sciences humaines et sociales et qui a des groupes de réflexion sur les sciences humaines et sociales. Nécessité de cette pluralité pour avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de réflexion plus grande, parce que il nous a semblé à nous, depuis qu'on existe, que si on était resté simplement sur la seule connaissance du monde de la sacro-sainte médecine, on risquait d'oublier trop de choses et on a besoin d'autres éclairages. Et on l'a bien vu et on le voit bien dans ce colloque, dans ce débat, les éclairages des autres intervenants, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous pour comprendre un petit peu comment on peut essayer de réfléchir tous ensemble. Pas du tout pour faire les malins, mais pour dire ça fait longtemps que les questions qui sont posées ici, on essaye de les poser. C'est pour dire que malheureusement elles sont posées et puis qu'elles n'avancent pas. 1986, nous avons fait un colloque sur l'évaluation de la qualité des soins. Je ne vais pas tous vous les énumérer, hein. 1989, un colloque sur les états généraux de la formation médicale continue. 90, médecine générale et santé publique. Il faut bien qu'on réfléchisse, les médecins généralistes, avec les gens qui font de la santé publique. Si on reste dans notre petit monde, on n'avance pas. 1993, le pivot du système de santé, et on était resté avec un point d'interrogation, c'est qui? C'est le médecin, c'est les agences, c'est le patient. On n'a pas répondu, Dieu merci d'ailleurs. 1997, un colloque sur l'indépendance de l'expertise. On n'a pas répondu et on attend toujours de continuer d'avancer dans ces réflexions. 2003, on parlait tout à l'heure de la dénomination commune internationale, on a fait un colloque sur la DCI. Et puis, c'est resté aussi dans les difficultés de nos capacités à prescrire et dans ces enjeux qui sont derrière tout ça. Et puis, de nouveau, des états généraux de la formation médicale continue, construire une charte éthique de la formation médicale continue. Une charte éthique, c'était nécessaire d'y penser. 2007, information santé des patients. Donc, voilà. Continuons de nous poser des questions. Et puis, 2012, et on refera une deuxième partie en 2013, on a participé à un travail, on fait un travail avec les médecins de santé publique de l'université de Paris 13, Bobigny, sur médicalisation, sur diagnostic, sur traitement. Donc on est aussi dans le cœur des débats qu'on a là, et on n'a pas fini de parler de ces questions, avec les grandes difficultés que ça entraînera. On n'a pas des réponses exactes. Notre confrère réanimateur, je ne le vois plus, il est peut-être plus là, mais oui, il a raison de nous interpeller en disant ne soyons pas trop radicaux, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire dans les années à venir à toutes ces patientes à qui on a dit allez faire des mammographies et à qui aujourd'hui on va dire surtout n'allez plus faire de mammographie, ou je vous ai fait faire des mammographies et on dit qu'il ne faut plus en faire. Quelle posture on va prendre, nous, professionnels de santé, tous les professionnels de santé qui sont là, et les patients qui sont ceux qui sont plus éclairés, comment ils vont parler à leur, je m'excuse pour le mot éclairé, à leur entourage, comment on va faire avec ces questions. Si on ne les débat pas, on va être extrêmement mal, tous pour avancer dans nos questionnements. Donc, grande nécessité de cette journée, merci de l'avoir organisée. Sur la recherche, on travaille, nous, plus particulièrement sur la qualité,
sur la sécurité des soins. Et il est indispensable de travailler sur la sécurité des soins, avec les provocations de Dominique Dupagne tout à l'heure. Mais si on va au-delà des provocations, il faut travailler sur la sécurité. Et puis sur l'équité, les questions actuellement qui sont posées sont celles aussi des inégalités sociales de santé. Il va falloir qu'on avance dessus. On balbutie en France sur ces questions-là. On espère qu'on va... il y a pas mal de gens qui commencent à travailler là-dessus. On espère qu'on va arriver à prendre en main ces réflexions pour ne pas transformer la question. Il faut répondre aux inégalités sociales de santé par une nouvelle inégalité qu'on placerait de façon en miroir, de façon inverse. C'est difficile, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis il faut qu'on travaille aussi, on essaye d'y travailler, et la SFTG participe à cette structure qui s'est montée il y a 2 ans, le Collège de la médecine générale. On essaye de travailler sur la question de l'organisation des soins. Il s'est créé un Collège de la médecine générale, les 4 syndicats de médecine générale, ou en tout cas qui participent à la médecine générale, et les 4 sociétés scientifiques de médecine générale au départ, ont créé un Collège de la médecine générale pour être un interlocuteur un peu plus étoffé et qui mette un peu plus en commun ses travaux et qui, entre autres, participe aux réflexions sur l'organisation des soins. Si on n'avance pas sur l'organisation des soins, on est dans le mur, on est déjà presque accroché au mur, on a un retard considérable, y compris sur les rémunérations des médecins que vous avez énoncé, M. Arrousseau. On n'est pas assez payé, il y a un écœurement des médecins, il y a un épuisement, il y a aussi un problème majeur de démographie, des professionnels de santé en général, des médecins en particulier. Les problèmes de répartition sur le territoire, vous devez le connaître de façon probablement encore plus aiguë que dans certains endroits de métropole. Donc si on ne réfléchit pas à ces questions-là, on va ne plus savoir répondre à nos missions, et ce serait quand même assez dramatique. Formation initiale, formation continue. La formation initiale, elle est certainement parfois de qualité, parfois sous influence, difficile. En tout cas, la formation continue, elle doit prendre le relais d'une formation de qualité et essayer d'être indépendante, la moins dépendante possible, la plus réfléchie et la plus appuyée sur des éléments de connaissances validés. Il existe depuis un certain nombre d'années des séminaires de formation professionnelle conventionnelle qui ont pu être mis en place dans les organisations conventionnelles qui permettaient ce type de choses, avec 8 jours de formation indemnisée par médecin par an. Et il y en a pour les autres professions. Je ne connais pas bien pour les autres professions, je ne peux pas en parler. Ça évolue. Petit à petit, on a introduit dedans une évaluation des pratiques professionnelles et on vient maintenant vers un développement professionnel continu. J'ai une inquiétude forte sur cette question du développement professionnel continu. Nous ne savons pas quelle sera la prise en charge financière de ce développement professionnel continu. On commence à penser que quelque chose va se faire de façon pas trop inacceptable pour un certain temps. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en sera réellement. En tout cas, c'est pas définitivement dit. C'est une porte ouverte à un retour dangereux de cette formation par les industries du médicament en particulier, mais aussi par les industries agroalimentaires. Il est indispensable qu'on continue de garder une formation dans laquelle nous sommes des acteurs principaux de sa mise en place et des critères de validité que nous y établissons. Il est également indispensable que cette formation professionnelle soit pluriprofessionnelle. Il est plus que grand temps que nous nous parlions. C'est dans les projets, c'est dans les choses qui vont se mettre en place. Il faut qu'on arrive à faire des choses à plusieurs, pas simplement avec un expert pharmacien, un expert kiné, une expert infirmière dans une formation de médecin, mais des formations qu'on fasse tous ensemble pour répondre à cette question de l'offre de soins qui est considérablement en danger. Enfin, pour ce qui est du lien avec la formation initiale, je crois que les enseignants de médecine générale ont intégré ces notions. Ils ont intégré aussi un certain nombre de techniques de formation que les structures de formation connaissaient, possédaient
et ils essayent de les faire entrer dans les facultés, et d'ailleurs ça impressionne quelque peu nos collègues hospitaliers qui étaient moins habitués à ça. Et puis il y a de plus en plus de jeunes, externes et internes, qui venant dans nos cabinets, viennent aussi participer à nos formations, ils prennent le goût d'une formation indépendante, voient ce que c'est qu'un expert généraliste, car il y a des experts généralistes. La médecine générale, elle publie, elle écrit, elle est capable de le faire, elle essaye de le faire avec des vrais critères de qualité, et il est absolument indispensable qu'on garde cela. Merci. Merci Antoine. Il y avait M. Théodore Waro qui avait fait son exposé tout à l'heure sur le business alimentaire face au gros fléau qui nous guette. Petite question, le dernier congrès de la médecine générale à Nice a fait la une des médias pour quelque chose dont on n'en a pas parlé avant, hein, quelque chose d'un peu étonnant. C'était pas l'industrie pharmaceutique, c'était McDo qui a subventionné en partie ce congrès qui réunit des milliers et des milliers de médecins. Une réaction ? Une réaction. Première réaction, quand je suis venu à la tribune, juste avant, je me suis posé la question de dire est-ce que j'ai des liens d'intérêt ou est-ce que j'ai pas de lien d'intérêt, est-ce que je le déclare ou pas. Je suis président de la SFTG. La SFTG est un des co-organisateurs de ce séminaire. Et puis, j'ai pas dit si j'avais ou si j'avais pas, parce que je savais que la question viendrait. Je pensais qu'elle viendrait. Ça a entraîné un débat, et ça a entraîné des débats extrêmement intéressants au sein et des structures qui organisent ce congrès et au sein de notre propre structure. Et on s'interroge sur quel partenariat ou non partenariat et comment on fait évoluer ces partenariats. Alors moi, je vais répondre sur pourquoi la SFTG, nous allons dans ce congrès de la médecine générale. Parce que nous considérons indispensable que la médecine générale publie, indispensable qu'elle montre qu'elle est capable de faire des congrès, indispensable qu'il y ait de plus en plus de généralistes qui fassent des abstracts de qualité, qui viennent les présenter et qui disent « nous faisons ceci, cela ». Après, au sein du comité d'organisation, nous menons depuis le début, en tant qu'SFTG, ce débat sur qui doivent être les partenaires, et nous aimerions bien que les agences publiques soient des partenaires, et nous avons énormément de mal à obtenir ce qu'elles le soient dans ce congrès. Nous avons demandé en tant qu'SFTG depuis le début que les structures mettent de l'argent dans l'organisation de ce congrès pour qu'il soit indépendant au curseur le plus élevé possible. McDo, il y en avait d'autres, je ne sais plus qui, j'ai oublié, Coca-Cola, Sanofi, Aventis, je ne sais pas, moi je me demande si mon lien d'intérêt il n'est pas plus compliqué quand je suis avec Sanofi, Aventis qu'avec Coca-Cola. Mais après, on est à Epsilon, on est à la marge. Nous faisons le choix, nous, au sein de cette organisation, de rester dedans pour porter cette discussion, pour qu'elle ne soit pas évincée, et aussi pour que nous continuions de montrer que nous savons publier, que nous faisons des congrès de qualité auxquels nous invitons tout le monde à venir, et les agences publiques à venir, pour montrer que la médecine générale, elle sait faire, elle a à faire. Le parcours de soins, on a dit tout à l'heure, les soins primaires, si on ne passe pas par les soins primaires, l'infirmière, le kiné, le pharmacien, le médecin généraliste et les patients, et si on est toujours dans cette descente pyramide inversée, c'est une catastrophe. Donc, nous pensons que c'est un enjeu qui valait le coup. Merci Antoine. Une seule question. Louis-Adrien Delarue, tu veux répondre? Tiens, Patrice. Formindep. Oui, en fait, je voudrais, par rapport à cette histoire de congrès de la médecine générale qui s'est... donc en fait, Philippe de Chazourne a devancé ma question. C'est un problème que les jeunes... qui intéresse beaucoup les jeunes générations, puisque nous avons vu lors des rencontres du Formindep, nous avions invité, ils sont venus, ils sont venus d'eux-mêmes d'ailleurs, une jeune génération de médecins qui étaient vraiment scandalisés des partenariats que le Collège de la médecine générale avait institués avec l'industrie pharmaceutique, effectivement Coca-Cola, effectivement McDo, et puis à Caen Monsanto, à Caen Areva, etc., etc. On est d'accord qu'il faut publier, il faut faire des publications de qualité, mais est-ce qu'on fait des publications de qualité avec tous ces partenaires autour? Je ne suis pas sûr. Il faut quand même avoir toujours en tête que ces gens-là, cette industrie, elle se déplace
pas comme ça, gratuitement. Elle sait qu'elle en attend un retour sur investissement. Donc moi, je suis beaucoup plus proche des positions de la revue Prescrire qui garde son indépendance et qui garde sa qualité plutôt que ça. Je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas faire de publication de qualité encore sans l'industrie, quoi. J'ai fait une thèse qui a été reconnue, voilà, où je n'ai pas eu besoin du tout de ces partenariats, etc. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même eu cette jeune génération, en fait, au congrès de Nice, a organisé une manifestation qui a été médiatisé au moins au niveau local, et qui montre que quand même, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la jeune génération était vraiment scandalisée de ça, et je ne suis pas sûr que ça donne du crédit justement à la médecine générale. Je ne vais pas répondre parce qu'on va partir dans un débat qui prendrait trop de temps. Juste, pas de jeunisme. La jeune génération, c'est plein de gens différents. Espérons simplement qu'ils nous pousseront. Et ce n'est pas le collège de la médecine générale qui organise le congrès pour l'instant. Une question, docteur Jean-Marc Franco, et après on passera l'intervention à Bruno Toussaint. Oui, c'est plutôt une remarque. Donc moi je suis Jean-Marc Franco, je suis médecin généraliste et je suis responsable du 3e cycle de médecine générale au niveau universitaire à La Réunion. Et je rejoins, alors d'abord je voudrais féliciter Philippe de Chazourne et toute l'équipe de Med-Océan pour cette journée. Elle est très importante parce qu'elle vise à quand même faire bouger les lignes concrètement. Et je remercie aussi professeur Rousseau et Madame de Singly d'être venus. Ce n'était pas facile pour eux, je pense, de venir. Et je crois qu'on a avancé sur un certain nombre de points. L'expertise, est-ce qu'on peut avoir des experts donc dénués de conflit d'intérêt? C'est la question qui est posée. On a beaucoup débattu. Je pense qu'on va probablement avancer sur ce sujet-là. On va avancer aussi au niveau du Conseil de l'Ordre, si j'ai bien compris. Monsieur Leriche a la mission de voir si on peut mettre en lumière donc les conflits d'intérêts, les professionnels qui forment avec le soutien de l'industrie. C'est des éléments extrêmement importants. Ce que je veux dire, c'est que j'étais au congrès de Nice aussi. Et j'ai discuté avec les internes qui ont fait du ramdam devant le congrès, et à juste raison. Et ça fait bouger les lignes, parce que j'ai discuté avec les responsables du Collège de médecine générale. Antoine, tu le sais. On a discuté avec le CNGE, le Collège national des généralistes enseignants, et il y a eu un dysfonctionnement en termes de choix des sponsors, et je pense que là, il y a des leçons qui vont être tirées. Les choses vont changer. Et je profite de dire qu'on met en place un congrès de médecine générale en 2013, indépendamment de l'industrie pharmaceutique, avec le soutien fort de l'URPS Médecins, qui met quand même 100 000 € sur la table, et le conseil régional qui nous met à disposition le site du MOCA. Ce que je veux dire là, simplement, c'est que ce type de journée, ça peut quand même faire bouger les lignes, et il y a une prise de conscience forte maintenant des professionnels. J'ai bien aimé aussi l'intervention de notre professeur de droit sur le citoyen, et le fait que le citoyen doit aussi être intégré, et il y a un regard de la société vis-à-vis des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou non médecins. On parle beaucoup de médecine, mais je crois que maintenant il faut parler de professionnels de santé. Et on a un devoir de transparence et de responsabilité, parce que notre décision, elle est regardée maintenant de plus en plus à la loupe. Et je crois que tous ces débats apportent beaucoup d'éléments nouveaux. Voilà. Merci, docteur Franco. Juste une précision, c'est que ce séminaire aujourd'hui est fait avec 0 €. Et on peut estimer que ce ne soit pas complètement scandaleux qu'un médecin paye pour aller dans un congrès. De toute façon, c'est déductible de ses impôts. Donc moi, je ne suis pas contre que les médecins de La Réunion aillent au congrès de la médecine générale, qui est très bien. Mais 100 000 €, à mon avis, il y a meilleur à faire. Ça, c'est autre chose. Donc, Bruno Toussaint, directeur de Prescrire.